Ici à votre rendez-vous politique. Comment l'Afrique fait-elle face à la pandémie de coronavirus? Quel bilan faire du confinement qui peu à peu prend fin dans la plupart des pays du continent? Quels enseignements peut-on déjà tirer de cette pandémie? Le Covid-19 est-il en train de façonner un nouveau monde? Si oui, quel sera-t-il? Je reçois pour en parler deux éminents invités. David Asiba Johnson. Vous êtes économiste, vous êtes professeur des universités, vous enseignez les mathématiques et les sciences économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous donner votre avis sur comment l'Afrique fait face à cette pandémie. Merci. On essaiera d'être à la hauteur et de traiter le problème sur le plan scientifique avec des volets beaucoup plus systémiques que tout simplement parcellaires. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Docteur Sayave Youmou, vous êtes médecin chirurgien, fondateur de l'Académie francophone de télémédecine et de e-santé, expert en télémédecine pour l'Union africaine. Lors de notre dernière émission sur le coronavirus, nous étions tous craintifs. Nous avions peur pour l'Afrique, pour qui on prédisait l'apocalypse. A-t-elle eu lieu? On en parle au cours de cette émission. Merci, docteur Youmou, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. On en parle. États-Unis, plus de 80 000 morts. Europe, plus de 150 000 morts. Afrique, à peu près 2400 morts. Le séisme sanitaire avec des millions de morts. L'apocalypse, l'hécatombe annoncée n'ont pas eu lieu. En tout cas, pas pour l'instant. Comment l'Afrique s'en sort-elle? Quel bilan faire des mesures anti-pandémie prises sur le continent? Comment se projeter à l'avenir? On en parle après ce sujet signé Victoria Sedji. Égypte, 14 février 2020. Le premier cas de coronavirus en Afrique est déclaré par les autorités sanitaires. Les jours suivants, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria ou encore l'Algérie enregistrent aussi leur premier cas. C'est d'ailleurs en Algérie que le continent réalise son premier décès dû à la pandémie. Il faut attendre la fin mars pour que l'Afrique subsaharienne, encore sceptique, ne compte son tout premier décès au Burkina Faso. Le virus, longtemps minimisé en Afrique, est donc bel et bien réel. Au 30 mars, 4760 cas positifs sont dénombrés sur le continent. 46 pays sont touchés. Avec son agence spécialisée, l'Africa CDC, l'Union africaine se mobilise. Les États sont appelés à la vigilance. Un plan d'action commun est annoncé. Au tout début, nous avons quand même observé des mesures d'urgence concernant la fermeture des frontières, notamment le couvre-feu, etc., pour parer à ces éventualités. Mais on a pu quand même noter un certain nombre de retards, par exemple par rapport au port des masques. Parce que depuis plus de 3 semaines, voire un mois avant que le masque ne devienne obligatoire, les docteurs, les médecins, les chercheurs avaient attiré l'attention des autorités sur la nécessité de mettre des masques obligatoirement. Pour ne pas un peu faire l'erreur de la France où au début on disait que les masques c'était pas nécessaire. L'essoufflement des pays occidentaux qui comptent par milliers le nombre de décès au quotidien fait systématiquement craindre l'hécatombe en Afrique. La faiblesse du système de santé africain est ardemment plainte. L'Organisation mondiale de la santé a donc averti. Les pays africains doivent se préparer au pire. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, craint pour sa part des millions de morts et de personnes infectées. Jusqu'au 11 mai, 63 325 infections sont déclarées, dont 2290 décès et 21 821 guérisons. Malgré les avertissements de l'OMS, le traitement par des remèdes non homologués comme la chloroquine, la pivirine du béninois Valentin Agon ou récemment le Covid Organix de Madagascar est appliqué dans plusieurs pays et semble faire ses preuves. En Afrique, l'hécatombe va-t-elle avoir lieu? C'est une guerre, mais ce n'est pas la force militaire ou la puissance économique qui joue actuellement, mais Dieu. Le Seigneur nous a donné des plantes médicinales pour aider notre pays et le monde entier à lutter contre cette maladie. L'Artemisia a fait ses preuves à Madagascar. Sur un échantillon de 171 cas, 105 sont guéris, soit un pourcentage de guérison de 61%. Si le nombre de cas ne cesse de croître en Afrique depuis l'assouplissement des mesures d'urgence au début mai, force est de constater qu'il reste le plus bas comparé au reste du monde. Les contraintes économiques et les pressions sociales demeurent fortes. Des pays finissent donc par opter pour un déconfinement progressif.
La gestion de la pandémie par certains États est néanmoins félicitée par le secrétaire général de l'ONU. Dans un récent courrier adressé au chef de l'État djiboutien Ismaël Oumar Guelleh, Antonio Guterres a loué la stratégie nationale mise en place. En l'occurrence, une politique de dépistage massif ayant permis d'enregistrer le taux de dépistage le plus élevé de la sous-région et même du continent. Le mot d'ordre est désormais clair: tester massivement pour mieux prévenir et freiner la pandémie. Docteur Sayave Youmou, nous étions le 28 mars 2020. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, habituellement il ne dit pas n'importe quoi, déclare, je le cite, « Je crains qu'on aura en Afrique des millions et des millions de personnes infectées, et même si la population est plus jeune que dans le Nord, que dans les pays les plus développés, il y aura nécessairement des millions de morts. » Fin de citation, c'était à l'occasion d'un entretien accordé à nos confrères d'une chaîne internationale. L'hécatombe n'a pas eu lieu. Que s'est-il passé, docteur? Merci de me donner la parole encore une fois. Si vous vous rappelez, effectivement, à l'époque de cette émission que nous avons eue, après j'ai fait un article dans lequel j'insistais beaucoup sur le fait que oui, il faut être prudent, il faut se préparer au pire. Parce qu'on est dans la médecine, et en médecine, dans le doute, il faut considérer la pire des situations. Quelqu'un qui a une diarrhée avec du sang, je ne vais pas considérer que c'est des hémorroïdes, je considère que c'est un cancer. Et je m'apprête à traiter un cancer. Si ça n'a pas lieu après, tant mieux. Donc c'était nécessaire d'avertir dans ce sens. Mais dans l'article aussi, je précisais que quand on voit l'Afrique, le début est lent. Et même jusqu'aujourd'hui, ça reste un peu très lent en plateau. Peut-être qu'on n'a pas atteint le pic, mais c'est assez lent en termes de croissance. Pensez-vous que le pic vient encore? De toute façon, il faut un pic à un moment. Il faut un pic à un moment avant que ça redescende. Peut-être l'avons-nous aussi derrière nous. Peut-être. Non, puisque la courbe monte, donc le pic n'est pas derrière. Alors, l'autre chose, j'avais expliqué dans cet article que quand vous prenez la population en Europe, en France par exemple, oui, plus de 65% représentent plus de 20% de la population. En Afrique, ils ne sont que 2% à peu près. Les plus de 65 ans. C'est eux qui font la maladie le plus, qui font le plus la maladie. Les autres supportent. Ils arrivent à combattre le virus. Donc ça veut dire qu'en Afrique, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait au moins peut-être 10 à 20 fois moins qu'il y en ait ici, rien que sur la structure de la population. Un autre argument, c'est simple. Quelqu'un qui a 80 ans en Afrique, par rapport à quelqu'un qui a 80 ans ici, ce n'est pas la même chose. L'Africain qui a 80 ans, son corps s'est battu toute sa vie. Il est plus résistant. Contre les maladies. Celui qui a 80 ans, il est surmédiqué. Il a plein de médicaments qu'il prend. Donc quand les deux vont se retrouver devant une pathologie où il n'y a pas de médicaments, on a plus de chances. Bon, ça, c'est des observations, oui. C'est des choses... Encore une fois, vous nous indiquez là qu'on a lu l'Afrique, qu'on a parlé à l'Afrique à travers le prisme occidental, finalement. Oui, tout à fait. C'est la vision un peu occidentale. Bon, on sait que c'est une maladie, que c'est une maladie virale, que ça se répand comme ça dans la population, qu'il n'y a pas de médicaments. Et effectivement, si ça se répand dans la population en Afrique, tel que ça le fait ici, il y aura de l'hécatombe. Professeur David Asiba Johnson, nous consacrons cette partie au décryptage des mesures prises par les États africains pour faire face à cette pandémie. Le nombre relativement bas, je dis relativement bas, 2400, c'est beaucoup, mais comparé aux autres, c'est relativement bas. Résulte-t-il de l'efficacité, d'une certaine efficacité des mesures prises par les États africains? Je rappelle quand même que certains États ont commencé à prendre des mesures préventives avant même certains États occidentaux. Oui, tout à fait. Mais comme le disait le collègue, vous savez, en matière de science, on établit en fait des relations de causalité. Oui. À l'heure où nous sommes en train de parler, les variables qu'a mis en évidence mon collègue sont des variables susceptibles d'apporter des explications, mais n'établissent pas une relation causale. Absolument. Il faut être précis. C'est des relations mathématiques. Voilà. Alors, parce qu'en science, c'est la notion de réplicabilité. Lorsque j'ai appréhendé correctement l'algorithme, quel que soit l'espace, quel que soit l'endroit, je peux pouvoir le dérouler une fois pour toutes. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont été avancées. On pourrait rajouter à ce que vient de dire mon collègue, le fait aussi que c'est l'avantage du retardataire, puisque c'est arrivé... Du pauvre, pour être... Non, l'avantage du retardataire. D'accord. Du retardataire. Okay. C'est-à-dire que
c'est arrivé très tard, alors que ça avait attaqué d'autres nations. On avait le temps de faire cette veille technologique et de tirer les leçons pour justement mieux déployer l'algorithme ou les solutions qui étaient nécessaires pour faire face à la maladie. Voilà des éléments. Mais à l'heure actuelle, je puis vous affirmer que nous n'avons pas forcément, et nous ne pouvons pas établir une relation causale concernant ce qui a été à l'origine de la non-morbidité exponentielle au niveau du continent africain. On essayera. Ou de la basse létalité. Oui, ou la basse létalité. On regardera par la suite, par des études statistiques, mathématiques, biologiques, pour dire, je prends telle variable et je suis cette variable. Est-ce que cette variable est une variable causale? Pour l'instant, nous ne savons pas. Il y a une conjugaison de facteurs disparates. On peut dire aussi, comme on l'a dit, là avancé le collègue, en disant les facteurs d'immunité peuvent jouer également, c'est d'une évidence totale, puisque je pourrais rappeler la chose suivante. On sait que chez les Africains, il y a une prépondérance pour les maladies, par exemple l'hypertension artérielle, et cette probabilité, elle est beaucoup plus forte chez les Africains que l'on le trouve chez les Occidentaux. Donc là, encore une fois, vous voyez que les conditions immunitaires sont tout à fait différentes selon, effectivement, à quel groupe on appartient. Donc, ce que je peux dire, nous ne pouvons pas, grosso modo, apporter une explication scientifique, mais il est quasi certain que différentes variables cofactorielles ont joué. Mais elle viendra, l'explication scientifique, elle viendra. Continuons de faire l'observation et le décryptage dans les hôpitaux en Europe. Vous voyez des personnes qui arrivent, elles ne marchent pas elles-mêmes, elles arrivent, quelques minutes après, elles sont prises de détresse respiratoire, elles finissent en réanimation et entubées. Et on s'est dit, si le virus se manifeste de la même façon en Afrique, nous aurions des cadavres dans nos marchés, nous aurions des cas graves sur nos places publiques, etc. Docteur, est-ce que c'est le même virus en Afrique? Alors, y a-t-il des caractéristiques spécifiques? Ce virus prend-il des caractéristiques spécifiques sous les tropiques, en tout cas chez nous en Afrique? Alors, ce qu'on sait du virus, c'est qu'il sait pratiquement s'adapter à tout environnement, à l'environnement dans lequel il se retrouve. Il s'adapte, donc il mute, il change ses gènes et il s'adapte à ça. C'est comme tout être humain. Quand on va dans un endroit où il fait très froid, on s'adapte. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui c'est le même ou c'est pas le même, c'est les séquençages qui vont être faits après, les analyses qui vont nous le dire. Peut-être qu'il est arrivé là-bas, et comme mon collègue disait, l'avantage du retardataire, qu'il est arrivé affaibli, ou bien qu'en arrivant là-bas, il s'est dit qu'il était en milieu conquis et il n'a pas déployé toutes ses armes, c'est possible. Il y a un élément qui serait intéressant à savoir. Vous savez, ici, aussi bien en France qu'en Espagne, il y a eu quand même beaucoup de, même si ce n'est pas énorme, mais beaucoup de morts parmi le personnel médical. Oui. Il y en a eu, beaucoup. Et ce personnel médical est hyper protégé. En Afrique, le personnel médical n'est pas protégé. Du tout. Les protections qu'ils ont, ça n'a rien du tout. Et ce serait intéressant de voir au sein du personnel médical également, qu'est-ce qui s'est passé de tout le personnel soignant, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'affection peut-être, mais plus en termes de morts. Est-ce qu'il y a eu des morts là-bas? Combien par rapport à ça pour voir, pour des personnes qui n'étaient pas protégées? Façon, l'Afrique ne sait pas cacher ses morts. Hein. S'il y a eu des millions de morts, comme on l'avait prédit, ça se saurait. Un autre élément très rapidement, mes chers invités, une étude vient d'être rendue publique, une étude réalisée en Grande-Bretagne, notamment sur l'impact du virus sur les communautés. Et on s'est aperçu que les Noirs, les Indiens, les Pakistanais ont été plus vulnérables que les Blancs. Est-ce que ça veut dire que, au fond, si on fait une déduction simple, les Noirs qui naissent hors de l'Afrique et qui grandissent hors de l'Afrique sont plus vulnérables finalement que les Noirs qui sont restés en Afrique? Le facteur est alors endogène, professeur et docteur? Non, pas spécialement. Ce que vous prenez ici, c'est la même chose aux États-Unis. Les Noirs américains ont été ravagés à New York. Mais c'est ça. Il y a plusieurs, comme il le disait tout à l'heure, il y a plusieurs variables qui peuvent intervenir. Mais quand on prend ces populations-là, c'est aussi les plus pauvres. Hein.
C'est ça. C'est aussi les plus pauvres. C'est-à-dire, mis à part le facteur économique, hein, mis à part, même si moi je pense que c'est difficile de dissocier. C'est difficile de mettre parce que tu demandais les premiers qui ne portaient pas de masque, les Noirs américains, les gens qui sortaient malgré quand on disait il faut faire cette telle prévention, ils ne le font pas parce qu'ils ont perdu leur assurance, ils ont perdu tout. Donc ils sortent, ils bravent ça, ils préfèrent mourir d'autre chose que de rester et mourir à la maison. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, l'autre chose qu'il faudrait qu'on fasse étude, c'est pour ça aussi qu'en Afrique, il faut qu'on ait nos propres labos. Et qu'on ait nos propres centres de recherche. Sur les enseignements attirés sur... parce que le gars, nous autres qui avons quitté l'Afrique, quand on arrive ici, eh bien, on se remet dans ce bain et on est comme tout le monde. Oui, c'est ça. D'où la vulnérabilité. Professeur... Oui, mais rajoutons que cette comorbidité dont on parle, il y a des facteurs comme le diabète, l'hypertension artérielle, je l'avais évoqué à l'instant, les populations africaines sont beaucoup exposées à l'hypertension artérielle, vous le savez très bien, puisque sur le plan rénal, nous éliminons très mal le sodium, donc nous sommes exposés. C'est la population africaine qui fait le plus de maladies rénales, des maladies liées à l'hypertension artérielle. Ça, c'est un élément. D'où la notion de ce qu'on a appelé la comorbidité, donc cofacteur qui peut jouer et qui exponentialise effectivement la pathologie qui est en fait le Covid-19. Ouais. Mais cela dit, moi je crois que ce qui est assez important, on discute un peu sur le sexe des anges. C'est-à-dire que la question fondamentale, il faut faire de la science. Ça a son intérêt aussi. Oui. Nous discutons sur les sexes des anges. Ce qui est assez important, c'est de faire de la science. Une épidémie est apparue. Cette épidémie est apparue. Quelle est la réponse que d'aucuns ont pu apporter? Vous voyez, c'est ça la question fondamentale. Alors, je suis enclin à vous dire la chose suivante. C'est que dans l'histoire, prenons le cas de la variole à l'époque, sur le continent africain, dans la région essentielle qu'on peut appeler aujourd'hui Freetown, c'est le Libéria. Et tout ça. Eh ben, on pratiquait déjà la quarantaine par rapport à la variole. Bien sûr. On pratiquait déjà la quarantaine, ce qui correspond au confinement. L'autre élément, ce que je voudrais rappeler sur le plan historique, n'est-ce pas, c'est que à cette époque-là, les médecins africains ou les tradithérapeutes africains avaient déjà conçu le vaccin bien avant Jenner. Comment postulait-il par rapport à la variole? Ils prenaient la pustule de la variole, ils se servaient d'une épine où ils faisaient des scarifications et ils introduisaient la variole. Et cela, vous voyez bien qu'en Afrique, on avait déjà bien compris qu'il y avait des réponses aux infections. Tout à fait. Donc, vous voyez, donc ça voudrait dire quoi? Que, bien que ce soit le sujet de la seconde partie, il n'est pas nécessaire d'attendre que les autres fassent les choses à notre place. C'est que nous savons qu'au niveau des pygmées, ils ont des réponses systémiques et systématique par rapport aux infections auxquelles ils sont confrontés. On reviendra. Alors tout à l'heure on a parlé de Freetown, c'était plutôt Sierra Leone, soit dit en passant. Alors ici effectivement, peut-on déjà tirer satisfait par rapport aux mesures prises par les États, le secrétaire général, le même secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a adressé ce 11 mai un courrier au président djiboutien Ismaël Omar Guelleh qu'il félicite pour les mesures entreprises, ce pays ayant entrepris de faire un dépistage de masse. En tout cas, il bat aujourd'hui le record de dépistage de masse dans la sous-région. On peut se satisfaire des mesures entreprises aussi bien par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc., qui ont fermé très rapidement leurs frontières, qui ont confiné, même s'il n'y a pas eu véritablement de moyens d'accompagnement, ils ont quand même su contenir, n'est-ce pas, la propagation de ce virus, professeur, très rapidement. Non, c'est-à-dire que, là encore dit, j'ai parlé de l'avantage du retardataire. On a bénéficié de l'avantage du retardataire et c'est ce qui explique. Et puis alors, je n'aime pas mêler les affaires de Dieu à cette affaire. La science, c'est la science. Mais ce qui s'est passé, il n'y a pas de martingale qui a pu résoudre le problème, mais on a bénéficié de l'avantage du retardataire. Et puis, un ensemble combiné de facteurs qui ont pu permettre effectivement le taux de létalité extrêmement bas que nous avons aujourd'hui sur le continent. Professeur, mais j'ajoute, comme le disait mon collègue, c'est pas pour autant qu'il faille
se réjouir. Ah, pas du tout. C'est pas parce il faut que pas les baisser la garde. prédictions, Il faut c'est pas pas parce que les prédictions n'ont pas eu lieu n'ont qu'il pas faut été baisser, à la hauteur qu'il faut baisser la qu'il garde. faille dire On est tout à fait d'accord. qu'effectivement, on baisse la garde. Pas du tout. Je propose de on marque une toute pause. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la question des remèdes. À tout de suite. Merci. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la pandémie, notamment comment le continent africain y fait face. Justement, l'Afrique doit-elle forcément attendre que le remède contre le coronavirus vienne d'ailleurs? Non, répond le président malgache qui a rendu public en avril dernier un remède, le Covid organique. C'est un remède à base d'artémisia et d'autres plantes que les malgaches gardent encore secrètes et ils ont raison. Remède dont ne veut pas encore entendre parler l'OMS qui exige des preuves scientifiques. Mais avant d'en parler, écoutons à nouveau ce qu'en dit le président malgache. C'est une guerre, mais ce n'est pas la force militaire ou la puissance économique qui joue actuellement, mais Dieu. Le Seigneur nous a donné des plantes médicinales pour aider notre pays et le monde entier à lutter contre cette maladie. L'artémisia a fait ses preuves à Madagascar. Sur un échantillon de 171 cas, 105 sont guéris, soit un pourcentage de guérison de 61%. Docteur Nyumo, très rapidement. Oui. Vous êtes médecin, vous comprenez sans doute vos collègues médecins qui travaillent à l'OMS. Là-bas, nous, on ne les comprend pas. Toujours, l'OMS dit, je n'ai pas, si on résume de façon schématique, je n'ai pas de remède pour vous, en tout cas pas pour l'instant, mais votre remède, là, le Covid Organics, on ne veut pas entendre parler parce que vous n'apportez pas de preuves scientifiques. Si on fait une déduction basique et scolaire, ça veut dire croiser les bras et mourir tout simplement. Comment comprendre cette position de l'OMS qui, elle, n'apporte pas plutôt la preuve de la toxicité du remède malgache? C'est une question qui est complexe. Mais en fait, peut-être que l'OMS a été un peu trop loin en disant qu'il ne faut pas l'utiliser. Parce que c'est la même chose qui s'est passée avec l'hydroxychloroquine, avec le professeur Raoul. Oui. Tout le monde, le ministère, on lui est tombé dessus en disant il n'a pas la preuve que ça marche, mais qu'est-ce que vous proposez à la place? On a un patient en face. L'hydroxychloroquine, on le traite depuis des années, des millions sont vendus. Vous êtes médecin, ce sont vos collègues qui travaillent là-bas, en tout cas pour l'essentiel. Expliquez-nous la position. Donc, en fait, il faut partir d'un principe. Si on n'a rien à proposer, les malgaches, ils le consomment depuis des dizaines d'années. Vous ne leur avez pas dit que c'est dangereux. Maintenant, ils veulent l'utiliser parce qu'ils disent que ça marche probablement sur le Covid. Vous leur dites, ah non, c'est dangereux. Ce n'est pas très élégant. C'est pas très... ils demandent que Madagascar apporte les composés chimiques. Maintenant, l'autre aspect aussi, et c'est là où le Covid, là, avec la gifle qu'il nous a donnée, j'espère que ça va ouvrir les yeux de tout le monde. À Madagascar, c'est basé sur l'expérience, sur l'observation. On sait que ça marche. Maintenant, c'est le moment aux Africains de faire leur laboratoire, de faire des analyses, d'analyser les vaccins qu'on leur amène et de prouver que ce n'est pas bon. Ou bien de faire leur analyse et de dire, le Covo là, il marche, voilà les molécules, voilà comment ça marche. Sinon, vous attendez, c'est Sanofi qui le fera et quelqu'un d'autre qui le fera. Donc, comme ils ont déclaré comme ça, l'OMS aussi a déclaré comme ça. Puisqu'il n'y a aucun des deux n'a apporté des arguments précis. Donc c'est une chance pour l'Afrique. Mais il ne faut pas rejeter comme ça du revers de la main tout ce qui se passe. La preuve, sur l'observation, ils n'ont quand même pas eu de mort. Non, c'est ça le... sur 200 cas, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas de mort. Deuxième chose. Ça peut avoir des effets secondaires. Mais autant avoir des effets secondaires que de mourir. Mais oui, deuxième chose. Les Chinois, oui, ils ont créé leurs médicaments phytosanitaires qu'ils ont distribués à toute la population. Même leurs ambassades dans le monde entier ont reçu leurs boîtes de médicaments. Pourquoi l'OMS n'a pas dit que c'est dangereux? Oui. Donc, c'est là qu'ils vont créer, ce fait-là peut créer des sentiments de révolte à l'intérieur des pays africains. Ces sentiments de révolte. Bon, l'OMS, c'est quand même une organisation. Non, je voulais. Maintenant, il ne faut pas jeter. La doctrine qui fonde justement. Non, la doctrine qui fonde l'OMS, elle est toute simple. C'est qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques prouvées. Tant qu'il n'y a pas d'études scientifiques prouvées, ils ne peuvent pas valider. Non, ils ne peuvent pas laisser tout et mourir. Si on dit ne prenez pas parce que ça peut avoir des effets secondaires graves.
Mais s'il ne le dit pas et qu'il y a des effets secondaires... Dans un communiqué, de mettre en garde les États africains qui s'approvisionnent en Covid organique, notamment la Guinée équatoriale, la Guinée... Oui, mais d'accord, mais l'OMS encore... C'est qui l'OMS? C'est les États. Oui. Mais si vous leur apportez la preuve, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais vous ne pouvez pas apporter de preuve. Donc consommez ce qu'on vous envoie. C'est votre position sur la question. Ma position, elle est relativement très simple. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, j'avais une émission qui était la contribution des Africains ou des Noirs à la science de manière générale. Donc alors, je me sens à l'aise ici pour vous rappeler cette émission ou des éléments historiques que j'avais déjà évoqués. Ouais. Si on prend par exemple la position, prenons par exemple concernant le paludisme. Oui. La quinine, elle est d'origine de l'Amérique latine. Oui. On l'a utilisée et elle a développé une certaine forme, on a développé une certaine forme de résistance parce que ça avait qu'un ses limites. La Wonderful Cola, l'artémisine. Oui. L'artémisine. Extrait donc de l'artémisine. Oui, mais ça a été déjà étudié. Il y a un ouvrage qui s'appelle La science sauvage, n'est-ce pas? Les gens de l'Orstom envoyaient déjà, à l'époque, des gens pour regarder ce qui se passait au niveau de l'artémisine. Vous voyez? Ça, ce sont des éléments historiques. Et par rapport à l'artémisine, il y a une Chinoise qui a eu un prix Nobel de médecine pour avoir extrait le principe actif. Oui. D'accord. Alors, il y a un élément encore historique que je voudrais vous rappeler. En 1925, il y avait un Nigérian qui souffrait de maladies psychotiques. Et toute la thérapie occidentale qui avait été utilisée à l'époque ne marchait pas. Il retourna chez lui et fut pris en charge par un tradithérapeute ou un médecin africain. Et celui-ci utilisait la Revolfia. La Revolfia à base de décoction. Et cette Revolfia a donné des résultats fantastiques par rapport aux troubles psychotiques. Mais cette Revolfia a donné, par ailleurs, naissance à la réserpine, qui est un hypotenseur. Voilà, on était parti de la décoction de la Revolfia pour donner la réserpine. Voilà le processus qui s'est produit par rapport à la réserpine. Prenons le cas de la solution malgache. Oui. Là encore, Covid organique. Oui, les choses sont relativement très simples. Il faut faire de la science. C'est quoi la science? Alors, pour l'instant, c'est le docteur Raoul qui fait de la science. D'ailleurs, il n'est pas à l'origine de l'usage de la chloroquine. Ce sont les Chinois qui ont testé la chloroquine. Oui. Et il a accédé à l'information. Et partir de cette information, il a essayé justement de regarder. Alors, de quoi il est question? Vous avez de la charge virale quand l'infection apparaît. Vous avez une charge virale. Eh bien, il dit que si vous utilisez la chloroquine, vous diminuez la charge virale. Si vous diminuez la charge virale, ce n'est pas pour autant que vous êtes guéri. J'ajoute un autre élément, un autre médicament qu'il appelle l'azithromycine, qui va détruire les virus. Voilà le protocole qu'il avait avancé. Maintenant, prenons la solution malgache. D'abord, il faut vous rappeler la chose suivante. L'Institut malgache de recherche appliquée a été créé dans les années 1957 par Albert Rakoto, qui, à l'époque, était venu pour l'exposition coloniale, et il resta en France, et il fit son doctorat en médecine, un doctorat en sciences, etc. Oui. Et partant, permettez-moi, ce sont des éléments historiques. Et partant de là, ce médecin, toujours par rapport à la phytothérapie, la connaissance des plantes, identifia une plante qu'on appelle effectivement ce que j'ai appelé la Wonderful Cola, mais qui va donner naissance un médicament qui est Madécasol. Le principe du Madécasol, c'est un cicatrisant que Bayer a produit. C'est pour en venir où, professeur? Comment? C'est pour en venir où? Non, c'est pour en venir à la chose suivante. Oui. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que lorsqu'il n'y a pas de solution, il faut un principe de moindre mal. On a une décoction, on a des plantes, et ces plantes, on les a isolées par
on a isolé quelques principes et on sait qu'ils fonctionnent par décoction. On sait leur niveau de toxicité. On sait qu'il y a d'autres éléments qui se rajoutent. On dit, écoutez, j'ai des résultats qui sont nettement meilleurs, en tout cas moins toxiques, que l'utilisation d'un protocole alpha. Mais pour l'instant, ça demande du temps. Donc, on va rajouter la chose suivante. Alors qu'il n'y a pas de solution, c'est ce que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure, faudrait-il s'en tenir par rapport à une solution qui n'est pas susceptible d'arriver? Puisque même si l'on parle du vaccin, le vaccin ne serait pas disponible avant 1 an ou avant 2 ans, sans les effets négatifs du vaccin. Surtout qu'on apprend, en tout cas pour ce qui concerne le vaccin, que ceux qui vont le développer accordent déjà le privilège à certains pays qui auraient investi 30 millions de dollars. Mais ça, c'est une autre question. Dites-nous, docteur, très rapidement. Ce que le professeur, mon collègue, a dit est très important et très intéressant. Ouais. L'Afrique n'est pas riche que d'or, de diamants, de pétrole. On a cette biodiversité que tout le monde exploite, que tout le monde prend, font des décoctions. Nous, on les utilise en décoction et ils vont dans les laboratoires, on en sort des comprimés et qu'on revient nous vendre. Qu'est-ce qu'on attend? C'est là où on doit se réunir. Et l'affaire de la santé est compliquée. Ce n'est pas un pays qui peut le régler. C'est ça. Il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble. On connaît des chercheurs à nous qui sont là-bas. On critique le vaccin. Mais quand ça arrive, qui c'est qui peut même nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans? En France, ici, il n'y a pas un seul aliment qui rentre sans que ça ne soit analysé, qu'on sache exactement ce qu'il y a dans la mangue qui est en train d'arriver. Vous soulevez la question que j'allais vous poser. Et nous, on est assis, c'est des vaccins, on prend, on ne sait pas comment ça a été fait. Donc, notre richesse, une de nos richesses, c'est ça. C'est-à-dire, on a cette biodiversité et il nous faut utiliser la science qu'on connaît. On ne manque pas de scientifiques. Professeur, docteur, ça y avait très rapidement avant que je passe. Les Africains qui nous suivent ont besoin de savoir. Il faut oser toutes les questions ici. Oui, absolument. Sans tomber dans la polémique ou sans relayer des thèses que certains qualifient de complotistes. Mais disons les choses clairement. Vous venez d'évoquer un point très important. On nous dit le Covid organique, ce n'est pas bon. Mais nous n'avons même pas la possibilité de vérifier, comme vous le dites, le vaccin qu'ils vont nous apporter demain. Oui. Faut-il refuser carrément le vaccin et trouver nos propres vaccins? Parce que déjà, il y a une forte sensibilité sur le continent. Vous avez des Africains qui disent aujourd'hui, le vaccin, je n'en veux pas. Vous avez de plus en plus d'Africains qui sont réfractaires. Alors, je vais vous dire une chose. Au vaccin. Le comportement et les politiques qui se disent très chers, parfois ils ont des comportements qui créent des problèmes. Le comportement qu'ils ont actuellement va créer ce problème de refus du vaccin. Pourquoi? Vous dites que ce médicament n'est pas bon, il n'est pas bon, le médicament malgache n'est pas bon, non. Donc, il faut attendre. Il faut attendre quoi? Il faut attendre le vaccin. Ah bon? Mais le vaccin, soit je meurs, ou bien quand ça arrive, je n'en ai plus besoin. C'est ça. Mais vous allez quand même me vacciner. Mais qu'est-ce que vous cherchez derrière? Donc ça devient ça donne lieu à de la suspicion. Si l'autre n'est pas bon, celui qu'on nous on utilise depuis des décennies n'est pas bon, celui que vous venez de faire rapidement, en quelques mois ou en quelques mois, sera-t-il bon? Comment? On a la preuve. Donc il faut parfois tenir compte du fait que la population, de plus en plus, comme Coluche le disait, l'intelligence est la chose la mieux répartie dans le monde. Donc les gens ont besoin de ça. Mais maintenant, là-dessus, nous, nos collègues là, et nous qui sommes à certains niveaux, on doit se réveiller tous et avoir aussi les moyens que quand on dit, qu'on puisse prouver. C'est la seule chose qui... Professeur, très rapidement, il y a aujourd'hui, je viens de l'évoquer, un mouvement de défiance et de méfiance qui se crée. Mais ça fait suite aussi au fait que de plus en plus d'hommes politiques, de décideurs, de scientifiques dans le monde occidental ne cachent plus leur envie de voir la population mondiale diminuer. Et quand on parle de diminution de la population mondiale, leur regard est tourné généralement vers l'Afrique. C'est là où on fait encore plus d'enfants. En tout cas, les femmes ici n'en font pas. Celui qui est pour la diminution de la population, peut-il être crédible quand il dit qu'il va apporter un vaccin pour sauver la vie? Oui, mais au-delà de cela, vous savez, à chaque fois que vous m'invitez, je soulève le problème en vous disant que ça relève de la stratégie. Mais c'est encore un problème stratégique. D'accord, expliquez. Voyez-vous,
Le continent africain a la densité géographique la plus faible de par le monde. Si vous prenez le nombre d'habitants par kilomètre carré, d'accord. Donc alors, qu'est-ce que ça voudrait dire que nous sommes nombreux ou qu'on va être nombreux? C'est pas leur problème, que je sache. C'est pas leur problème. C'est se moquer du monde de cela. Il y a eu la période coloniale, la période esclavagiste. Oui. Quand il y avait des esclaves, la force, la main-d'œuvre, c'était bien ces nègres qui étaient là. Et alors là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Écoutez, il faudrait que l'Afrique se réveille. Voyez-vous, l'Afrique ne se réveille pas. Eh bien, lorsque je discute avec vous, moi, ma démarche est de regarder sur l'histoire. Est-ce que l'Africain que je suis, nos ancêtres, ont pensé à des problèmes? Et ces problèmes, dès qu'il y a un problème qui apparaît, il y a des éléments référentiels historiques. À chaque fois, c'est pourquoi vous voyez que j'insiste à chaque fois. Rien de nouveau, au fond. Non, il n'y a rien de nouveau. Voyez-vous, le problème de la recherche, perspective de la recherche au niveau du continent africain, Cheikh Anta Diop, dans un article de octobre 1974, disait ceci: la recherche est le démiurge qui remodèle sans cesse la face du monde. Il faut investir. Et il dit qu'effectivement, il faut que l'Afrique ait des centres de recherche au niveau continental et non pas sud-américanisé. Voyez-vous? Donc, nous avons eu des gens qui nous ont précédés. Moi, tout ce que je demande... Et qui ont pensé à tout, au fond. Je demande aux chefs d'État qui sont actuellement aux affaires de prendre leur temps et de simplement faire de lecture. La lecture, qui s'amuse à lire les œuvres de Cheikh Anta Diop. Ils trouveront la recette qui convient pour le continent africain. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, à défaut, je ne vais pas dire à un chef d'État, je vais énoncer quelque chose. Est-ce que l'hypersphère est la seule variété close de dimension 3 qui est simplement connexe? Il y aura personne qui pourra répondre. C'est un problème mathématique. Mais cela dit, il faut identifier des chercheurs qui seront à même de pouvoir résoudre la conjecture de Poincaré ou d'autres conjectures, d'autres conjectures existantes et qui ont demandé des ressources. Quand on a la chance d'avoir effectivement des gens, des invités comme vous, on veut aborder toutes les questions et on est tout à fait satisfait. Allez-y très rapidement. Très rapidement. Sur la question du vaccin. Quand vous attendez que quelqu'un d'autre vous définisse vos besoins et vous apporte, vous ne pouvez pas critiquer. C'est tout simple, aussi simple que ça. C'est lui qui a décidé ce qu'il vous amène. Absolument. Deuxièmement, si on prend les milliards qu'on a investis dans les vaccins, pour vacciner des enfants qui ont faim et qui sont affamés, dont le système immunitaire ne sera pas en mesure de rendre le vaccin efficace, si on prend ces milliards-là, on met dans l'agriculture, on n'a plus besoin de vaccin. Mais ce n'est pas nous qui avons défini, c'est quelqu'un qui a défini. La famine fait plus de morts que le coronavirus. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le Covid-19 est-il en train de façonner un nouveau monde? Et quels enseignements tirer à ce stade de cette pandémie qui fait tant de ravages dans le monde? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'en dit l'épidémiologiste camerounais, le docteur Edouard Betsem. La pandémie a été clairement une grande révélatrice de nombreux enjeux et de limites dans les structures, dans l'organisation, dans le financement et la gestion des systèmes de santé, ainsi que des stratégies de recherche en santé en Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, on voit cette nécessité à résoudre ces problèmes avec une certaine urgence. Une chose est apparue clairement, plus qu'évidente, c'est que les pays africains doivent tirer des leçons de cette crise et travailler à adapter leurs stratégies et réponses en santé à leur propre réalité socio-culturelle, économique et infrastructurelle. Si on parle des investissements en santé, ils sont clairement insuffisants. Seuls 6 pays africains engagent plus de 15% de leur PIB pour la santé, ce qui reste encore insuffisant au vu des besoins. Et on voit bien que l'absence de robustes données de statistiques sanitaires est un énorme handicap à des stratégies efficaces axées sur la population. Et malgré un impact qui est relativement très faible de la pandémie sur le continent, les insuffisances se voient déjà très vite sur la qualité et l'organisation de l'infrastructure sanitaire. Et adapter
capacité, l'organisation de l'hôpital, les capacités des réseaux de laboratoires diagnostiques, la décentralisation du fonctionnement des systèmes et réseaux de santé publique. Et enfin, il faut pallier à cette absence cruelle d'assurance maladie dans de très nombreux pays. Il dit des choses très intéressantes. Cet épidémiologiste camerounais, il s'appelle Edouard Betsem. Seuls 6 pays africains aujourd'hui engagent plus de 15% de leur PIB à la santé. Ils disent le moment est plus que jamais venu pour les États africains de se pencher sur la question de la santé qui doit désormais être une priorité. Et avant de parler des enseignements, très rapidement, docteur, on parlait des remèdes. On sait aujourd'hui, on parlait des vaccins, il y a des essais qui se font, parfois clandestinement, dans certains pays, parfois avec le consentement plus ou moins éclairé, dirions-nous, de certains dirigeants, Kenya, Tanzanie, etc. Des essais se font aujourd'hui. Fâché contre la Chine, le président américain vient de décider la suppression de la contribution américaine à l'OMS. Bill Gates, qu'on ne présente plus, a décidé de faire don d'une partie de sa fortune à cette organisation. On sait que la fondation de ce monsieur finance des essais un peu partout dans le monde. On sait également qu'il est contre la surpopulation mondiale, ce que lui considère comme étant la surpopulation mondiale. Faut-il se méfier de cet homme et de sa fondation? Posons clairement la question. Bon, c'est complexe. Moi, je pars du principe, quand vous voyez, par exemple, quand le président Trump s'est fâché contre la Chine et puis il a pris ces décisions-là, les décisions, c'est lié à quoi? Ça, c'est de la géopolitique stratégique. C'est pas vraiment lié à la maladie elle-même, c'est de la géopolitique. Parce que quand on parle d'épidémie, comme on a connu dans le Covid, dès l'instant où ce n'est pas les praticiens ou les spécialistes, les techniciens qui en parlent, que c'est à un niveau politique, ça revêt un autre caractère. Mais non, ils pensent que l'OMS a été complaisante vis-à-vis de la Chine qui aurait dû tirer sur la sonnette d'alarme très tôt. On se rappelle, on n'a pas oublié le 23 janvier. Oui, mais qu'est-ce que je dis? L'OMS, c'est qui? C'est les États. Qu'est-ce que lui, il a demandé à l'OMS par rapport à la Chine? C'est eux, c'est encore eux les États. La même chose qu'il dit aujourd'hui, il peut dire le contraire le lendemain. Donc, maintenant, le principe des essais, pour la question, le principe des essais sur le continent, faut-il refuser ou pas? Alors, le principe des essais, il est simple. Il faut que le continent lui-même, il contrôle les essais qui doivent se faire. Il décide, si quelqu'un vient pour faire un essai clinique, il faut que le continent ait ses experts qui analysent qu'est-ce que tu veux faire, sur quelle population, comment ça va se faire et tout ça. Avec quel but? Vous croyez que n'importe qui peut venir en France, venir faire un essai? Non. N'importe qui peut venir aux États-Unis aller faire un essai? Non, mais en France, j'ai eu l'exemple d'un ministre de la Santé, je ne dirais pas qui. Un jour, il circulait et puis il a été à l'intérieur du pays. Il voit une queue dans un CSPS. Lui, il était ministre de la Santé. Il dit, c'est quoi? On dit, c'est le vaccin. Ah bon? Et comment ça se passe? Il part, il enlève sa veste, il s'aligne. Et puis il arrive, on attrape le bras, on veut piquer. Elle dit, mais attendez, c'est quoi? Ah non, c'est pour la santé. Il dit non, santé là, c'est quoi? On est dans quel pays? C'est pas important. C'est pas important. C'est pas important. Et il a fait ramasser instantanément tout le matériel, tout ça. L'équipe a été rapatriée. Donc un essai clinique était en train d'être fait, un vaccin était en train d'être expérimenté sans que le ministre de la Santé ne soit au courant. Mais vous comprenez, Bill Gates, avec son pognon, il n'a qu'à s'occuper des millions d'Américains qui sont en train de mourir de faim. Soyons sérieux. Et qui n'ont pas d'assurance. Voilà, qui n'ont pas d'assurance. Le continent africain, parce que la question qu'on est en train de soulever, on revient à l'existence de la politique monétaire. Permettez-moi. Oui, je vous dis, oui, allez-y, permettez-moi. Oui, parce que je crains encore une fois. On a encore le temps. Allez-y. Je dis, Bill Gates n'a qu'à verser ses millions au quart-monde américain. L'Afrique n'a pas besoin de cela. L'Afrique n'a pas besoin de l'aide d'aucun pays. Il faudrait que le continent africain le sache. Effectivement, une bonne politique économique qui définit les politiques de santé, les politiques de création de richesses, fondées sur une politique monétaire indépendante, n'est-ce pas, qui ne soit pas à la botte. Tout est lié. Voilà, c'est absolument lié.
Alors, effectivement, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous sommes dans une situation d'une mendicité. Regardez cette mendicité. J'ai écouté ce matin où on est en train de supplier Sanofi que le vaccin est un bien public, etc. Mais il y a des chercheurs africains, mobilisons-les. Ça voudrait dire que si les chercheurs africains ne sont pas capables de concevoir des vaccins, eh ben, nous sommes des damnés. Non, nous sommes vraiment maudits par le bon Dieu. Or, nous avons donné au monde entier des savants. L'espèce humaine. Absolument. Absolument. Il faut arrêter ces parades à la con. Et je voudrais tout simplement dire à Bill Gates et les autres qui s'occupent du carrément des difficultés qu'ils ont chez eux. Par contre, au niveau du continent africain, il faudrait que les Africains se réveillent. Vous voyez, je lisais dans un ouvrage qui était le cheval de Ziegler, quand Mobutu, sa fortune, est allée justement en Suisse, et c'est Ziegler qui posait la question. Jean Ziegler, le sociologue suisse. Il posait la question à ce banquier. Mais vous ne pouvez pas restituer cet argent au Congo, à la RDC? Le banquier lui disait, non, vous savez, il n'y a aucun texte qui le permet, etc. Donc, j'attire l'attention de nos chefs d'État. Vous prenez des fonds, vous vous servez, vous les amenez dans les paradis artificiels, et quand vous dites, comme vous venez à disparaître, l'argent reste tout bonnement de l'autre côté. Comme ce fut le cas avec Sani Abacha. Oui, comme ça. Plus de 360 millions de dollars. Comme c'est le cas également avec Mobutu, comme c'est le cas également avec Houphouët-Boigny. Alors, on a besoin de moins que cela pour financer de la recherche, pour faire cela. Mais permettez-moi d'avancer quelque chose encore qui est assez important. Les Africains ne sont pas conscients. Ce qui a permis en fait à l'Occident d'avancer, c'est tout simplement la connaissance. Je vais attirer votre attention sur quelque chose, encore sur le plan historique. L'Allemagne, Frédéric Nietzsche l'a écrit, l'Allemagne, jusqu'à l'existence de l'édit de Nantes, quand les Huguenots avaient été chassés de la France, l'Allemagne n'était constituée que tout simplement d'analphabètes et d'aucun scientifique. Ce sont les Huguenots français qui sont allés en Allemagne et qui ont introduit de la connaissance. Voyez-vous, c'est à partir de ce moment que l'Allemagne s'est réveillée. L'autre élément aussi sur le plan historique, la nation française n'a aucune colonie qu'elle a pu développer et qui se trouve au niveau d'une hauteur acceptable. Mais si vous prenez le Japon est allé à l'école allemande pour regarder la science allemande pour sortir. Donc, parfois la aussi, connaissance. La connaissance. Le, le problème, c'est la connaissance. Et ce n'est pas ce qui manque. Or, la connaissance, nous avons été l'un des premiers médecins de par le monde, c'est Imhotep qui a construit la pyramide à degrés. Absolument. C'est un nègre typique. Nous sommes à l'origine... Au sens honorable du terme. Mais un nègre, c'est un nègre. Un kémite, c'est un nègre. Nous avons tout, on n'a pas besoin des autres pour développer. Absolument, vous avez tout à fait raison. J'ai un exemple personnel. Mon papa a été ancien combattant. Et chaque fois, il nous disait, vous savez, moi, j'étais réduit à en avant-marche. J'étais costaud. Celui qui me disait en avant-marche, je peux le terrasser, le tuer. Mais après, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'étais réduit à ça, c'est l'ignorance. Lui, il savait tout. Moi, je ne savais rien. Donc, effectivement, c'est ça le savoir. On l'a dit. Il faut faire de la santé une priorité. Il faut investir dans la recherche. Il faut absolument que se construisent des centres de recherche. Il faut doter nos ministères de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des moyens qu'il faut pour faire de la recherche. Le professeur parlait de savoir et du savoir. Il y en a, sauf Dr Nyomo, que beaucoup d'Africains sont à l'étranger et font développer les autres pays, mais pas le continent. Comment régler cette question? Je rencontre un médecin zimbabwéen, il a fait ses études en Grande-Bretagne, il y vit avec sa femme et 2 de ses enfants. Il me dit, Monsieur Togbe, vous savez, le salaire moyen d'un médecin chez moi à Harare, c'est $100. Je ne peux même pas retourner dans mon pays travailler parce que ça ne suffira même pas pour payer la cantine de mon enfant. Comment régler ce problème, Dr Nyomo? Alors, politique économique, je reviendrai. Bon, c'est de la politique économique, comme il dit, mais je pars d'un principe. Oui. Quand vous voyez tous les Africains qui sont ici, ils demandent qu'une chose, c'est rentrer. Oui. C'est rentrer. Faut-il créer un statut spécial? Faut-il créer un statut spécial et leur garantir au moins sur 5 ans leur salaire en Occident? Et quand vous parlez de statut social,
Non, statut spécial, je dis. Pour beaucoup d'entre nous-mêmes, ce n'est même pas le pécule là. Mais c'est mettre au moins un minimum de conditions de travail. Ces conditions de travail, c'est quoi? C'est la liberté et le matériel. Mais on ne veut pas, nous, on descend en tant que scientifique, mathématicien, il arrive là-bas, il prend une université, on lui dit, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Ça ne marche pas. Il faut que les véhicules finissent par faire confiance. Parce qu'ici, on rend effectivement service à beaucoup. Il y a toutes les entreprises les plus grosses, si vous allez là-bas, vous allez trouver un Africain, quelque part, à un niveau donné. Mais pourtant, même quand il va chez lui, il est balayé du revers de la main. Il peut envoyer son sous-fifre qui va aller là-bas, et c'est son sous-fifre. Le débat est sur la table, professeur. Mais encore l'histoire. Vous savez, et permettez-moi de vous dire, écoutez, il y a des réponses. Vous voyez, on a besoin. Je vous disais ici une fois à table que Louis XIV, que Colbert... Vous aimez beaucoup l'histoire, professeur. Non, c'est pas... D'abord, John Maynard Keynes disait la chose suivante. Pour être un bon économiste, il faut être mathématicien, historien, homme politique, philosophe. Voilà les qualités. Le problème du continent africain... L'histoire est tragique, dirait Maron. D'accord. Mais Cheikh Diop dit que l'Africain aujourd'hui, le cadre africain aujourd'hui, doit être polyvalent. Absolument. Les problèmes qui nous concernent ne sont pas des problèmes de spécialité. Donc il faut avoir une vision systémique. Il faut de la pluridisciplinarité. Il faut une vision systémique, holistique, globale, qui permette justement de pouvoir analyser. Voyez-vous, vous soulevez le problème, l'histoire, comme je dis. Comment l'Afrique doit être rapatriée ses cerveaux. Oui, je donne un exemple. Je donnais l'exemple de Colbert dans le siècle de Louis XIV, où Voltaire disait la chose suivante. C'est que quand vous prenez les physiciens comme Huygens, comme d'autres, etc., qui n'étaient pas des Français, on les fait venir en France. Et à cette époque-là, on ne servait pas des pensions. Les seules pensions qui étaient servies, c'était pour les hommes de lettres, pour amuser la galerie, etc. Et bien Colbert prit toutes les dispositions pour que des pensions soient servies à ces hommes scientifiques. Et c'est comme ça que l'Académie des sciences a été créée en France. Donc vous voyez, encore une fois, il suffit tout simplement de faire une rétrospective historique et de regarder. C'est la lecture. Comment la Chine a fait. Comment le Japon a produit. La Chine, à peine 30 ans. Deng Xiaoping a mis à peine 30 ans pour sortir plus de 600 millions de personnes de la pauvreté. Alors ce dont le continent africain a besoin, c'est de former. D'abord une volonté de dire, je dois retrouver ma dignité. La dignité. Et les autres ne doivent pas parler en mon nom. Second tour également, l'aide ne bénéficie que tout simplement à celui qui l'a donnée et l'aide ne bénéficie pas à celui qui reçoit l'aide. Donc l'Afrique pour l'instant, elle fait preuve d'incompétence totale. Nous faisons preuve d'incompétence totale parce que nous ne savons pas mobiliser l'intelligence individuelle et collective et les ressources. Oui, mais forcément. Mais il y a eu une nouvelle génération qui prend encore. Vous allez trop vite, c'est pas vrai. Je pense. Non, mais allez-y. Je vais vous citer un contre-exemple. En ce moment, au Bénin, on a constaté que la majorité des étudiants, des élèves de lycée, ne veulent pas faire des mathématiques. Ils vont en série A, B, C, etc. Dans les séries littéraires. Oui, que dans les séries littéraires. Et alors, comme il n'y a pas beaucoup de professeurs, on se sert de ceux qui ont une maîtrise de sciences économiques pour faire des enseignements, etc. Mais donc, il faut les mathématiques dans l'économie, c'est une partie, mais les mathématiques de manière générale, dont on a besoin au niveau de la physique et de la biomédecine, etc., c'est beaucoup plus général que cela. Laissez-moi terminer, souffrez. Il y a le Conseil national de l'éducation qui a été créé. Je suis ça de très près. Le Conseil national de l'éducation qui a été créé au niveau du Bénin pour permettre essentiellement que les conflits qui existaient entre les universités privées, etc., cessent. Et dans ce conseil, il a fallu trouver les membres du conseil. Mais on a identifié, on a eu plusieurs participants qui ont été identifiés. Il reste un seul poste. Et le poste, c'est celui qui allait représenter la recherche. Vous savez ce que dit le Premier ministre? Il dit, ah oui, les conditions de sélection pour entrer à ce Conseil national de l'éducation sont tellement draconiennes que nous n'avons pas pu trouver quelqu'un de la recherche. Ça veut dire quoi? Non mais un exemple, permettez-moi. Ça veut dire que l'Afrique, justement, ne comprend pas les enjeux. Régler la question de la mobilisation des intelligences, c'est ça. des compétences. Pour le faire, c'est ce qu'il faut faire d'abord.
Il faut que l'Afrique batte monnaie. On me signale que nous sommes à la fin. Il faut que l'Afrique batte monnaie. Et l'Afrique batte monnaie pour conduire une bonne politique industrielle d'ensemble et qui va créer de la richesse sociale. Merci, professeur. Merci. Docteur, vous savez, vous avez le dernier mot. S'il faut retenir quelque chose aussi de cette pandémie, c'est ce que l'intellectuel sénégalais, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Felwine-Sarr appelle la létalité démocratique, que ce virus réserve le même traitement aux milliardaires comme à l'indigent. Le compte en banque n'a aucune espèce d'importance. C'est déjà une leçon d'humilité qui est face à laquelle se trouve en ce moment le monde, mais nous avons compris, il faut absolument privilégier la recherche scientifique. De votre dernier mot, docteur Sayavé. Alors, mon dernier mot, c'est que le virus nous a appris que nous sommes tous assis dans le même salon. Et que le monde, là, on est tous ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui, en matière de santé, lui, maîtrise la technologie, l'argent et tout. Non, on est tous dans le même salon. Et maintenant, ce que ça nous a appris aussi à nous en Afrique, c'est en fait une alerte simple. Parce qu'il n'y a pas eu l'hécatombe dont on parlait. Donc c'est une alerte. Vous avez vu, si vous ne vous réveillez pas et que vous ne mettez pas les infrastructures, vous ne formez pas vos gars à pouvoir eux aussi parler, ce qui va vous arriver la prochaine fois, ça commencera par vous. Merci. Sayavé Youmou, vous êtes chirurgien, vous êtes médecin, vous êtes expert en télémédecine et santé. Merci. Merci beaucoup. Nous avons apporté vos éclairages par rapport à cette problématique très actuelle et qui va nous mobiliser encore pendant longtemps. L'économiste Asiba David Johnson. Le scientifique que je suis d'abord, c'est d'abord un scientifique. Mais je voudrais dire qu'il faudrait former des mathématiciens en Afrique. Oui, c'est très important. Restez comme toujours fidèle au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous, professeur. Merci.